Ce programme vous est proposé par Spécial Auto Garage, société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. SAG-ECO, présenté par Mathieu Takizala. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le SAG-ECO d'aujourd'hui. SAG-ECO d'aujourd'hui, nous allons parler plus sur le nouveau gouvernement, la République démocratique du Congo, quel sera le dilemme, quels sont les défis. Mais je ne serai pas seul dans ce SAG-ECO d'aujourd'hui. Je suis accompagné avec des spécialistes de l'économie. Donc, ce sont des économistes qui vont essayer de nous dire quels sont les défis et quels sont les dilemmes du nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo. J'ai m'allé de dire bonjour. Bonjour, la première personne, c'est l'économiste Gustave. Monsieur Gustave, bienvenue à SAG-ECO d'aujourd'hui. Merci, bonjour Monsieur Mathieu, et bonjour également à tous les téléspectateurs qui suivent SAG-Économie. Je pense que c'est une des émissions qui parle des questions économiques de la RDC, et moi je pense que c'est important que nous, en tant que techniciens, mais également en tant qu'économistes, nous puissions également venir donner nos avis, mais également discuter sur les défis de ce nouveau gouvernement qui arrive à l'horizon. Deuxième économiste, c'est M. Kongolo Benjamin. M. Kongolo, quelles sont les impressions? SAG-Économie a décidé les défis du nouveau gouvernement du président Tshisekedi. Bienvenue d'abord chez nous. Comment vous trouvez? En tout cas, merci M. Takizala pour cette invitation. Comme vous l'avez si bien mentionné, gérer les pays demande également à ce que les techniciens du domaine jettent un peu un regard, donnent au moins leur point de vue par rapport à ce sujet. Alors, il y a tellement beaucoup de défis que les nouveaux gouvernements doivent relever. Donc, tout au long de cette émission, nous allons commencer à détailler étape par étape, afin que les nouveaux gouvernements ne fassent pas les mêmes erreurs que les anciens gouvernements du passé, lorsqu'ils promettent certaines choses, mais ne les réalisent pas. Pour que les nouveaux gouvernements ne suivent pas les mêmes chantiers, nous voulons aider les nouveaux gouvernements à donner des pistes de solutions et des politiques économiques à mettre en place pour que les nouveaux gouvernements soient un succès. On dit que les économistes sont devenus, gardez la parole, les économistes sont devenus plus politiciens que techniciens. Parce que depuis 1960, il y a plus des économistes en République démocratique du Congo. En 1960, on avait Thomas Kanza comme technicien, mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup. L'université de Lubumbashi forme des économistes, CD Kinshasa n'en parle pas, les instituts supérieurs forment des économistes, même les Congolais de la diaspora, plus des économistes, mais les théorèmes économiques, malheureusement, les Congolais lambda disent que non, les économistes sont devenus quand même comme si vous ne pondez pas des idées, c'est comme si vous restez uniquement dans la partie des amphithéâtres. Mais maintenant, ces nouveaux gouvernements, c'est le dernier mandat du président Tshisekedi, parce que la Constitution dit deux fois, une seule fois renouvelable. Maintenant, pour vous, il doit commencer par où et quelles sont les relances seront dans quel secteur, les moyens, on va les trouver comment? M. Kongolo, vous qui êtes technicien. L'économie, les problèmes de l'économie touchent tout le monde. N'importe quel secteur que vous soyez, les problèmes économiques vous toucheront. Raison pour laquelle il est certes vrai que nous devons avoir des économistes partout. Toutes les universités actuelles forment des économistes. Nous sommes là, nous devons être beaucoup, parce qu'il y a également beaucoup de problèmes à soulever. La première des choses, lorsque nous parlons du gouvernement, quelle est la mission première d'un gouvernement? La mission première d'un gouvernement, c'est le bien-être de sa population. En économie, lorsque nous parlons du bien-être de la population, nous voyons quoi? Premièrement, le gouvernement a pour mission de lutter contre le chômage. Le chômage actuellement en RDC est à la base de beaucoup de problèmes. Notamment, à Kinshasa, il y a des phénomènes Kuluna. S'il y a des Kuluna, parce que ces jeunes sont au chômage, ne savent pas quoi faire, alors ils se lancent dans des pratiques qui ne sont pas normales pour qu'ils trouvent un moyen de vivre. À l'Est également, les problèmes de l'insécurité de l'Est également liés au Kuluna, au chômage. D'ailleurs, j'ai lu un article d'un confrère qui a écrit le chômage à Béni cause des carnages humains.
Vous remarquerez que beaucoup de jeunes se lancent dans des pratiques pareilles parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Deuxièmement, lorsqu'on parle du bien-être de la population, nous voyons la stabilité du niveau général des prix. Notre revenu est fixe et stable, mais les prix ne fait qu'augmenter. Vous voyez que le fait que les prix augmentent et que les revenus restent stables, cela également touche le bien-être de la Mais population. qu'est-ce qui fait que l'inflation, parce qu'en économie, il y a inflation, quelles sont les causes de l'inflation congolaise aujourd'hui? Toutes choses restant égales par ailleurs, il y a plusieurs facteurs. Mais le facteur le plus déterminant à ce qui concerne l'inflation en RDC, c'est le caractère extraverti de l'économie congolaise. Presque tout ce que nous consommons en RDC sont importés. Alors, pour qu'un bien soit importé aussi, il faut certains mécanismes, notamment les coûts de transport. Donc, moindre choc dans un secteur, notamment les transports, les carburants, ainsi de suite, vous trouverez que ces chocs-là auront un impact sur les prix. Donc, c'est au gouvernement de maintenir, en fait, à travers ces politiques, de mettre des politiques économiques en œuvre pour stabiliser le niveau général des prix, pour lutter contre le chômage. Est-ce que c'est uniquement le problème du gouvernement? Et là, on va aller dans le deuxième économiste qui est dans ce plateau, mais c'est Gustave. Vous, comme technicien, vous êtes des mêmes avis que notre confrère économiste, M. Kongolo. Il dit le prix augmente, le gouvernement, nous en sommes en chômage de masse, et ce nouveau gouvernement doit regarder selon le technicien qui est en face. Vous aussi, comme technicien, on doit commencer par où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le Congo ne vit pas seul. Il y a d'autres nations et qui travaillent en synergie. D'abord, aujourd'hui, pour atterrir, quels sont les partenaires économiques, historiques aujourd'hui de la République démocratique du Congo? Parce que le pays marche avec des pieds. Effectivement, M. Takizala, je suis totalement d'accord avec ce que le confrère venait de dire. Il a évoqué la question du chômage, qui est le premier défi en République démocratique du Congo. Et le deuxième, il a parlé, celui de la stabilité du cadre macroéconomique, parce que vous savez, aucune économie ne peut évoluer s'il n'y a pas de stabilité. Si vous complétez que nous sommes une scène économique, effectivement. Et donc, c'est vraiment important que dans la mise en œuvre des politiques économiques, c'est-à-dire les décisions économiques qui sont prises au niveau du gouvernement, il faut tenir compte de ces défis-là. Mais moi, je vais me pencher un peu beaucoup plus sur ce que nous devrions faire pour pouvoir relever également ces défis. Vous avez dit la République démocratique du Congo est une économie. L'économie congolaise est ouverte, elle n'est pas fermée. C'est une économie, et les collègues aillent même à le dire ici, c'est une économie extravertie. Et donc, nous consommons plus. Chez les Congolais, chez vous, les techniciens congolais, ça reste, le mot extraverti, ça reste des récitations. Non, pas du tout. Parce que, en général, la population dit que les techniciens, les économistes congolais disent toujours, oh, toutes les économies aujourd'hui sont croisées. Effectivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une économie qui vit seule. Mais comment les autres gagnent? Mais en République démocratique du Congo, on se plaint que cette économie dépend des autres. Ouais, est-ce que c'est la faute des d'autres économies ou c'est le système économique congolais qui a un problème? Effectivement. Je crois, avec les collègues, nous avons eu à discuter d'ailleurs, à faire une émission là-dessus où nous parlions de comment repenser l'économie congolaise. Et nous avons démontré que si nous voudrions réussir cette économie congolaise, il faut que nous ayons des économistes congolais. Aujourd'hui, dans l'arène économique, vous êtes là, vous êtes effectivement, des économistes congolais. Effectivement, mais ce qu'on est en train de dire ici, c'est quoi? C'est que nous avons, vous avez dit, il y a les universités forment aujourd'hui beaucoup d'économistes, nous avons beaucoup de théoriciens, mais le problème peut-être c'est le rôle de l'université, c'est quoi? Ou des universitaires? C'est de pouvoir prendre le problème de la société et puis en proposer des solutions. Maintenant, ceux qui doivent proposer, d'ailleurs dans le cadre de l'évaluation des politiques économiques, vous savez que les évaluateurs, le mieux, les plus grands, bons évaluateurs des politiques économiques, c'est les universitaires. Vous allez trouver, vous avez les gouvernements, vous avez les parlements, vous avez également les partenaires extérieurs,
à l'économie qui peuvent également évaluer les politiques économiques d'un État, mais les universitaires sont les mieux. Pourquoi ils sont qualifiés les mieux? C'est juste parce que ce sont des personnes qui sont impartiales. Elles sont censées être le département de l'économie de la République démocratique du Congo a toujours eu des économistes en tête. Effectivement, mais il faut qu'ils soient des économistes congolais. Pourquoi nous insistons sur les économistes congolais? Les théories économiques que nous apprenons, elles sont bonnes. Mais ce sont des théories également qui ont été élaborées dans certains contextes. Et nous, en tant qu'économistes aujourd'hui, congolais, nous devrions être à mesure de regarder, de maîtriser les contextes dans lesquels nous sommes, les contextes congolais. Une politique économique mise en œuvre en France, ou en Belgique, ou aux États-Unis, la mettre également en République démocratique du Congo ne produira pas toujours les mêmes effets. Donc, lorsque nous la mettons en pratique, il faut que nous tenions compte également du contexte. Et c'est pour ça que les économistes congolais doivent, en premier lieu, maîtriser l'économie congolaise, maîtriser les faits stylisés de l'économie congolaise, pour que nous puissions proposer, donner des propositions concrètes, spécifiques, mais surtout contextualisées à l'économie congolaise. Aujourd'hui, si on parle du problème du chômage également, moi, quand j'étais en train de préparer cette émission, Monsieur Takizal, j'ai identifié en fait, j'ai pas voulu identifier les défis de manière un peu globale. Je suis allé puiser un peu sur des choses généralement un peu négligées par les Congolais. J'ai pris le premier défi qui m'est arrivé pour le gouvernement qui vient, c'est les défis de la formalisation de l'économie congolaise. Vous savez, vous êtes directeur général des spéciales autogarages. Je suis très heureux du travail que vous faites en tant que société, mais je suis en train de me dire combien de jeunes Congolais, combien d'entreprises congolaises aujourd'hui fournissent de bons services à l'économie. Donc, vous avez une économie où plus de 98%, je suis en train de donner ces statistiques parce que moi-même j'ai participé à l'identification des petites entreprises en 2019, le travail qui a été fait par l'inspection, l'INES, l'Institut national des statistiques, et le rapport démontre que 98% des unités économiques enquêtées, plus ou moins c'était autour de 622 000 unités économiques enquêtées, 98% de ces unités économiques sont dans le secteur informel. C'est déjà le moyen. Est-ce que c'est, cher Congolo, c'est la faute des acteurs ou c'est le système? Parce que le confrère dit que l'économie, ce qui fait la force du système économique, les petites et moyennes entreprises, le PME, sont plus du côté de l'informel. Alors, c'est parmi les épines que messieurs viennent nous préciser. Alors, est-ce que c'est la faute des acteurs ou c'est le système qui n'arrive pas à comprendre que nous devons avoir les petites et moyennes entreprises dans la formalité de l'économie? Qui dit la formalité, les entreprises qui ont un personnel bien qualifié, les entreprises où l'État le connaît, un écosystème qui les accompagne, l'écosystème administratif, financier, fiscal. Est-ce que la fiscalité de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas au-dessus des autres pays de la sous-région? Parlant à qui attribuer la faute par rapport à ce que les collègues Gustave a relevé, je trouve que la faute est partagée. D'ailleurs, nous avons travaillé également avec lui dans l'identification concernant certaines entreprises sur la fiscalité. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, en réalité, se trouvent dans les secteurs formels, mais préfèrent être dans l'informel pour fuir la fiscalité, pour ne pas payer la fiscalité. Et les entrepreneurs disent aussi, M. Congolo, qu'ils n'ont pas de carnet de commandes. Et nous, vous les techniciens, vous ignorez que depuis 1970-72, la zarénisation a fait que les entreprises dans le formel n'ont plus de travail. Parce que logiquement, il faut comprendre d'abord dans le territoire aujourd'hui, nous avons combien de petites et moyennes entreprises et s'ils ont une carnet de commandes. Parce que 3/4 des entreprises aussi, ils ont de bureaux, mais il n'y a pas de carnet de commandes. D'où l'importance des politiques publiques de l'économie ou des théories keynésiennes. Il faut appliquer pour que ces petites et moyennes entreprises trouvent du travail. Le problème est que dans ces secteurs-là, le problème est
L'informel n'est pas l'absence des lois. L'informel, c'est juste par rapport à la taille, c'est que nous devons comprendre actuellement. C'est pas dire que si vous avez une petite unité de production et que vous êtes dans l'informel. L'informel ne veut pas dire que vous ne respectez pas des lois, non. Même si vous vendez des braises, même si vous vendez des beignets, vous devez avoir un numéro de matricule, un numéro de RCCM. Vous devez avoir également... Monsieur Congolo, ce numéro matricule a des coûts. Le problème en est que est-ce que toutes ces entreprises dans le territoire ont du travail? Parce qu'il y a aussi ce que les entrepreneurs disent concurrence déloyale ou les entreprises en situation de monopole. Parce que l'économie congolaise, qu'est-ce qui se passe chez les entrepreneurs? Ils disent quoi? Il y a des entreprises, au lieu d'être clients chez une autre entreprise, mais ils préfèrent de créer leur propre filière pour... Et ça reste dans le droit. Or, vous savez bien les vrais problèmes comme technicien de cette économie. Le problème de l'énergie, le problème de l'immobilier, et ça coûte extrêmement pour les entreprises. Le problème de la logistique, c'est-à-dire que les entrepreneurs, c'est pas, je crois que c'est pour ça qu'on dit, c'est gouvernement. Et vous, comme technicien, il faut que vous puissiez nous montrer aujourd'hui, M. Congolo, comment le gouvernement, dès qu'il arrive, est-ce qu'il va baisser les impôts, est-ce qu'il va chercher d'augmenter l'emprunt obligataire ou il va relancer par ce qu'on appelle la commande publique des grands travaux. Si je peux parler, parce que là, j'ai remarqué que vous avez pris un peu beaucoup d'aspects au même moment. Par rapport à la fiscalité, en fait, le système fiscal congolais est déjà simple. Le système fiscal congolais n'est pas compliqué. Vous trouverez que le système fiscal congolais est autodéclaratif, c'est-à-dire qu'à la fin d'une période, vous allez vous-même auprès de l'autorité habilitée à la fiscalité et vous lui dites ce que vous allez faire. Si vous remarquez que selon les lois, la fiscalité en RDC, elle est faible. Elle est tellement faible à tel point qu'on peut payer que des miettes. Mais sauf qu'il y a une pratique qui se fait actuellement aujourd'hui où les agents, pour ne pas dire tous les agents, viennent auprès des unités de production qui leur disent, qui leur vendent certaines choses qui en réalité de pratique n'existaient pas. Si vous voulez avoir toutes les informations concernant le système fiscal, allez auprès des autorités habilitées dans leur bureau au lieu de se fier seulement à ceux qui sont... Donc, la personne qui est à Maluku doit quitter Maluku pour venir dans le centre-ville. Il y a dans chaque commune, il y a au moins une agence je prends l'exemple de DGI. Est-ce qu'on fait faire la compréhension? Effectivement, parce que nous avons été formés aussi grâce à ces gens DGI de venir ici. Ils sont là. D'ailleurs, récemment, il y a une émission où il y a un cadre de la DGI qui passe souvent à la télévision pour dire ça. InfoSab cherche aussi que... Effectivement, vous allez voir. Mais si on peut parler plus des défis à relever par rapport... Nous avons parlé du gouvernement à venir. Quels sont les défis à relever? Oui. Le défi plus à relever aussi, c'est par rapport à la qualité de la personne. Si je me réfère ici je me réfère ici à Solo qui parle dans son équation, qui parle que la croissance économique dépend de la terre et du personnel. L'RDC, on cesse de l'éventer ici que l'RDC a beaucoup de minéraux, l'RDC a plus de 80 millions de terres arabes, la RDC a beaucoup. Maintenant, du moment où nous avons ça, qu'est-ce qui nous manque? Ce qui nous manque, c'est des personnes qualifiées. La fonction publique, là, je m'adresserai plus vous êtes qualifié? Vous n'êtes pas qualifié? J'arrive là. Le ministre qui aura dans ses attributions la fonction publique, vous savez que la fonction publique est la direction des ressources humaines de l'État. C'est à lui de présenter à l'État des personnes qualifiées, capables d'exécuter des politiques publiques. Les politiques publiques en RDC, vous allez vous rendre compte que si vous lisez dans chaque secteur les différentes politiques publiques appliquées, les politiques sont normales, mais les pays souffrent de l'application de ces politiques. Nous avons également des bonnes lois, mais les pays souffrent de l'application des lois et de l'information. D'ailleurs, moi, je dirais également que vous également, vous avez une part de responsabilité parce que nous avons un problème de la connaissance des lois. Ce qui pousse certaines personnes à aller je dirais, à prendre de mauvaises décisions parce qu'il n'a pas été informé. Le média économique fait son travail. C'est pour ça qu'on a fait SAG Info. Nous disons à tous les organismes étatiques liés avec l'économie, y compris les institutions, les plateaux sont ici parce que et les acteurs et les agents doivent comprendre, parce que, comme on lui dit, défi. C'est-à-dire que ces défis doivent être relevés avec cet esprit collégial. Nous sommes là
Donc, s'ils veulent, il faut qu'ils passent ici. Donc, tout le mec. vous remarquerez que c'est à vous également d'inviter des personnes qui ont des bonnes informations ou de la connaissance à la matière. Parce qu'aujourd'hui, on dit, tout le monde se réveille un beau matin et se dit, je suis économiste. Ce n'est pas le fait que vous avez fini en économie que vous devenez automatiquement un économiste. Non, on n'est pas économiste parce qu'on a fini dans la faculté des sciences économiques. L'économie, en fait, c'est un art. C'est une science qu'on a appris, qu'on a compris, et puis qu'on est en mesure de mettre en pratique face à un problème. L'économie congolaise a des problèmes sérieux depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Et les problèmes, vous avez remarqué que c'est sa fondation. Aujourd'hui, il y a toujours des politiques conjoncturelles que nous sommes en train de mettre en œuvre face à différents problèmes. Mais moi, j'appelle au nouveau gouvernement qui viendra, au lieu de continuer avec des politiques conjoncturelles qui n'ont pas d'effet, qui a déjà montré leur inefficacité, de songer à mettre des politiques structurelles en place. Parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui qu'il y ait inflation. Bon, ça va, comme il y a inflation, nous savons qu'il faut réduire la quantité de la masse monétaire en circulation par l'augmentation du taux directeur. Ça n'a plus d'effet. Aujourd'hui, les problèmes de l'inflation, les problèmes du taux d'échange, ils savent très bien que ce sont des problèmes qui nécessitent des politiques plus structurelles que des politiques conjoncturelles. De la même manière qu'un médecin, vous amenez un patient qui souffre qui a la fièvre. Un bon médecin ne se contente pas seulement de voir, non, parce que les patients souffrent de la fièvre, il faut baisser la température. Non, il faut savoir quelles sont les causes de la fièvre. Et une fois vous baissez la température, qui est la fièvre, il faut maintenant chercher à soigner la malaria qui est dans lui. De la même manière que le défi que les nouveaux gouvernements devraient songer à. Les problèmes que nous avons, inflation, taux de change, ne sont que des petits problèmes. Mais il y a quelque chose qui se cache derrière ces problèmes-là. Si ces problèmes ne sont pas réglés dès aujourd'hui, je vous dis, les taux de change peuvent arriver jusqu'à je ne sais pas quand. Monsieur Gustave. Oui, monsieur Mathieu. Lorsque je suis monsieur Congolo, il dit les gens autoproclament techniciens. Donc, aujourd'hui, vous êtes le nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo. Rien que dans la partie création d'emplois, ça demande combien? Et où on va trouver des ressources pour financer, parce que le chômage est de plus en plus beaucoup en République démocratique du Congo. Monsieur Gustave, économiste de la République démocratique du Congo, le président de Tshisekedi dit, voilà, je vais nommer un technocrate qui est Gustave. Comment vous allez faire? Et ça va me demander combien, parce qu'il faut des moyens financiers. Et vous allez faire quoi? Des taxes, l'emprunt? Comment ça va se passer? Merci beaucoup, monsieur Mathieu. C'est une grande question parce que l'économie congolaise est une économie atypique. C'est une économie complexe et lorsqu'on veut prendre également des décisions, il faut les prendre aussi en tenant compte de tous ces aspects, de toute sa complexité. Avant de répondre à cette question, je vais rebondir un peu sur quelque chose que mon confrère Benjamin a parlé ici. Lorsque vous avez parlé de la fiscalité de la RDC, il a essayé de vous dire que la fiscalité de la RDC n'est pas, il ne faut pas qu'on la présente telle que nous la présentons, qu'elle est forte, mais ce qui est derrière cette fiscalité, c'est les tracasseries. Il y a beaucoup de dédoublants. Quand vous prenez la route des Matadi jusqu'ici, tout ce qui est dans la route, les barrières de fortune qu'il y a dans cette route-là, fait en sorte que ça augmente les coûts de revient. Généralement des commerçants. La douane aussi. La douane aussi. La fiscalité. Voilà. Donc, tous ces aspects, mais la tracasserie surtout des agents mais aussi, il a évoqué quelque chose de très important, c'est l'ignorance de la population congolaise. Vous savez, aujourd'hui, sur l'ensemble des entreprises ou des petites unités économiques qui évoluent, que ce soit dans les formels, mais également dans l'informel, les gens ne veulent pas s'informer. Les gens ne veulent pas aller vers les administrations fiscales. Mais il a également démontré que l'administration fiscale va vers eux. Parce que normalement, ils ont aussi ce travail. Effectivement, c'est pour ça la pédagogie. C'est pour ça que c'est réciproque. Aujourd'hui, il nous faut une gouvernance de proximité. Et la gouvernance de proximité ne veut rien dire que cette administration fiscale qui est à la Gombe,
qui est... Et à Guissé, je ne sais pas, moi. Voilà, vous avez évoqué quelqu'un qui est à Maluku, par exemple. Oui. Cette personne, normalement, doit avoir l'information. Et l'information aujourd'hui, pour l'avoir, c'est pas aussi difficile, cher Mathieu. L'exercice que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous avez créé SAG-ECO. InfoSAG. InfoSAG. Chaîne SAG-ECO avec l'émission économique. SAG Économie. Je pense que c'est le meilleur plateau aujourd'hui en République démocratique du Congo pour les techniciens, que ce soit ceux qui sont dans les grandes entreprises, ceux qui sont dans l'administration fiscale. Nous les invitons, les managers, les experts, les comptables, les juristes, nous faisons à venir dans SAG-ECO. Effectivement, nous faisons ambassadeurs de SAG Économie. Je pense qu'avec les contacts que nous avons, nous allons inviter même ceux qui sont dans les structures économiques, les entreprises, que ce soit dans l'administration fiscale, de pouvoir passer pour permettre à nos amis qui sont, quelqu'un qui soit à Maluku, peut connaître quels sont les documents, par exemple, administratifs. Non, mais un jeune qui est à Londres, pour vous compléter, quelqu'un qui est à Londres, il va entreprendre, par exemple, dans la ville de Kinshasa, où il va tirer des informations. Effectivement. C'est-à-dire que logiquement, avant de quitter Londres, l'économie congolaise est une économie atypique. Et lorsque on veut prendre des décisions, des politiques économiques, c'est comme les corps humains, c'est comme la médecine. Ce n'est pas à l'immédiat que je dirais à M. Mathieu Takizala, ou si le président de la République me posait la question, je lui dis, vous voyez, pour la RDC, maintenant là, à l'heure actuelle, il me faut 20 milliards de dollars pour pouvoir réduire les taux. Je serais en train de faire de la démagogie. Donc, ce qu'il faut faire, la première des choses, c'est faire un diagnostic. Le diagnostic sérieux, un diagnostic impartial. Et un diagnostic qui intègre, j'insiste toujours, qui intègre le monde universitaire. Vous ne voyez pas que ça demande même un plan? Effectivement, mais tout le développement en lui-même, c'est une planification. Parce qu'en vous entendant, le technicien, vous avez dit tout à l'heure que l'économie est tournée avec les autres parce que ce sont des transformations venant d'ailleurs et qui alimentent la consommation de la République démocratique Congo, plus l'inflation qui est importée et le taux de l'informel qui est supérieur. Donc, automatiquement, ça a fragilisé le système. Mais or, au Sénégal, on a vu qu'il y avait un plan Sénégal émergent. Au Gabon, on a vu Gabon émergent. Est-ce que vous, Premier ministre, vous allez venir uniquement à, oui, vous dites diagnostic, est-ce que ça ne nécessite pas un plan de relance avec un enveloppe budgétaire globale et qui détermine les secteurs comme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, plan Marshall, pour relancer l'activité économique européenne? Effectivement, M. Takizala, vous m'avez peut-être anticipé. Lorsque je parle du diagnostic, le diagnostic intègre pratiquement, c'est une évaluation qu'on fait pour voir au sein de l'économie congolaise quelles sont... Mais il y a une urgence, cher économiste. L'urgence, effectivement. Quelqu'un est malade, la maison est malade, vous commencez encore à diagnostiquer. Non, mais la maladie, elle est déjà là. Mon ami a eu à expliquer ici. C'est chaque année, des années, que nous mettons en place des politiques. Vous avez un problème d'infrastructure, vous avez un problème de ressources humaines, vous-même vous avez dit. Non, monsieur Mathieu. Les problèmes d'infrastructure, ce n'est plus un problème conjoncturel. Nous sommes en train de mettre en œuvre, tous les gouvernements, que ce soit les gouvernements passés, l'épargne pose problème. Des problèmes conjoncturels, on s'attaque généralement aux problèmes structurels, mais avec des politiques conjoncturelles. Et lorsqu'on veut prendre des mesures, des politiques structurelles, il faut des diagnostics. Quand je vous dis un diagnostic sérieux, ce qui revient à dire qu'il faut un diagnostic impartial qui intègre pratiquement tout le monde, que ce soit le gouvernement, que ce soit la société civile, que ce soit le monde universitaire, parce que vous êtes conscient avec moi aujourd'hui que le monde universitaire est déconnecté du pouvoir, est déconnecté du gouvernement. Regardez la relation, même avec les entreprises également. Avec l'entreprise, il y a effectivement. Donc il faut cette connexion. Parce qu'on forme les gens en regardant le marché du travail. Il faut une connexion entre le monde universitaire ainsi que les décisions des politiques économiques qui seront prises. Donc, le diagnostic que je suis en train de dire,
c'est un diagnostic sérieux, mais ça ne veut pas dire que ça va nous prendre tout le temps du monde. Donc, il faudra le faire à temps record, voir Quand on parle par exemple à priorités. l'économie, on parle par exemple à l'économie ivoirienne, on dit cacao. Effectivement. Quand on parle, chaque économie a une spécialité Oui, qui mais c'est- vend aux autres. Oui, Et maintenant, monsieur aujourd'hui, nous, Mathieu. on dit minière. Oui. Est-ce qu'on forme plus d'entreprises de capitaux congolaises et est-ce qu'on a une banque congolaise qui finance la mine? Non, effectivement. Parce que là, on vous nomme Premier ministre. Oui, monsieur Mathieu, c'est pour ça que je suis en train d'avancer. Je ne veux pas qu'on fasse la même chose. Hein, les sensationnels qu'il y a généralement, même dans notre pays, lorsque des fois on donne quelqu'un une part de responsabilité, la personne arrive, il veut faire du sensationnel. La personne veut montrer à la population que c'est moi qui viens pour résoudre vos problèmes directement. Il commence des actions spontanées. Non. Aujourd'hui, il nous faut un plan. Le président de la République, lorsqu'il arrive en 2019, on met en place ce qu'on appelait le PNST. Je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus. Le plan national stratégique de développement. Ce plan-là, c'était un plan de 5 ans. Moi, je réfléchis pour dire qu'on doit détacher cette philosophie de faire les choses. Détacher le plan au mandat du président de la République. Un président est élu pour 5 ans, mais un plan ne doit pas être élaboré pour 5 ans. Le plan dont vous évoquez quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, par exemple, et vous parlez du Sénégal, ce sont des plans de 30 ans. Ce sont des plans de développement. On a vu qu'ils ont supprimé même le Sénat Et pour mettre le moyen effectivement, et à donc, l'infrastructure. vous voyez ferroviaire. qu'un plan qui est élaboré pour 30 ans, mais le président en 5 ans, ça veut dire que c'est un plan du pays. Mais l'enveloppe Le budgétaire, plan vous ne doit pas être... Post-chômage. Oui, je vais y arriver. Vous, mais Premier ministre, je vais aujourd'hui, y arriver. combien on en a besoin? Non, je ne peux pas répondre à cette question de cette manière comme des démagogues. Cette démagogie doit s'arrêter en République démocratique du Congo. Et moi, je pense que lorsqu'on veut donner des chiffres, il faut donner des chiffres sur base. Est-ce que vous pouvez connaître le nombre de chômeurs en République démocratique du Congo aujourd'hui? Mais pourquoi on ne peut pas connaître? Parce que déjà les structures qui doivent nous permettre de connaître cet effectif. Et il y a un institut de statistique. Non, effectivement. Nous avons le ministère du Plan. Nous avons le ministère du Plan, mais vous avez l'Office national de l'emploi. Oui. Est-ce que vous pouvez poser la question aujourd'hui à l'Office national de l'emploi que la République démocratique du Congo a combien de chômeurs? C'est toute une difficulté. Ça veut dire ces statistiques-là qui devaient donner Et ils vous diront aux techniciens la qu'ils n'ont pas donné assez de moyens. C'est pour Donc, ça. les techniciens sont là-bas, c'est pour cela. Je vous dis, est-ce que vous allez augmenter? Parce que la dette publique congolaise dépasse pas 30% Cher Mathieu. de la PIB. Mais est-ce que vous allez passer par augmenter l'emploi obligatoire et où vous allez réduire Cher quel Mathieu, schéma économique j'insisterai, je reviendrai toujours sur ça pour ne pas faire de la démagogie. Vous nous avez invités ici en tant que des scientifiques, Ouais. en tant que des économistes, des gens qui doivent donner des propositions, des idées. Et moi, je pense que cette manière de faire, on pose à quelqu'un la question, je ne sais pas moi, un responsable, la Monsieur question, Kongolo, la RDC comment vous voyez doit les avoir choses? les budgets de Comment combien? vous voyez? Il s'est dit, non, Parce que la RDC doit avoir le budget de 16 milliards. Gustave, Vous lui posez la question, sur base de quoi vous nous dites que la République démocratique du Congo doit avoir un budget de 2 milliards ou de 3 milliards? La personne ne vous donne pas. vous avez moins placé moi- dans ça. Non, Donc, attends, comment je vais vous avez finir fait avant que vous nous lui remettiez la parole. Ouais. Donc, je pense que la première des choses que moi, je ferais, c'est de demander d'abord la constitution d'un gouvernement avec des personnes qui vont s'approprier la vision du président de la République, des personnes capables. Vous allez réduire la taille? Vous allez Non. réduire la taille? Bon, cette question de réduire la taille, moi, je pense que ce n'est pas question de réduire ou d'augmenter, mais voir qu'est-ce que les acteurs vont pouvoir apporter. Même si on a 60 ministres aujourd'hui en République démocratique. On a des moyens à avoir Et 60 si- ministres? Non. Les mais- États-Unis ont combien de oui, ministres? si on a chers 60 ministres? ministres et qu'on réduit les charges allouées à ces différents ministères, parce que nous sommes un pays Ils vous diront sous-développé. que s'il n'y a pas de moyens, il ne faut pas. Non, c'est question que nous fassions des sacrifices. Chaque Congolais doit être capable de se sacrifier pour la nation. Nous avons un budget aujourd'hui qui avoisine les 11 milliards, parce que nous étions autour des 16 milliards, mais la mobilisation, je crois,
vous le savez bien, la mobilisation Tout passe en fonctionnement. a posé Ce également... budget passe en fonctionnement, l'investissement prend combien de pourcents? Non, aujourd'hui, lorsqu'on faisait par exemple l'analyse du budget de l'année passée, vous allez trouver que presque la moitié du budget est alloué aux dépenses de consommation. Dans le Ce qui fonctionnement. revient à dire au fonctionnement. Ce qui revient à dire que dans cette structure des dépenses, nous aurons des difficultés de pouvoir financer l'investissement. Et donc, quand je te parle de diagnostic, c'est de faire un diagnostic sérieux, à la fois au niveau de la loi des finances, à la fois au niveau de nos différentes régies financières, pour que nous puissions mobiliser de plus en plus de fonds. Et cette mobilisation des fonds passe principalement par la formalisation du secteur informel. Et je vais m'attaquer principalement à cette question parce qu'il faut doter le gouvernement de moyens. C'est grâce à ces moyens que nous allons mettre en place des stratégies, que nous allons mettre en place des politiques économiques qui vont nous permettre également de créer les banques dont vous faites allusion. Vous avez fait allusion ici aux banques nationales. Vous dites, est-ce que la RDC a des banques? Que ce soit la banque agricole. Aujourd'hui, les entrepreneurs qui sont dans le secteur agricole n'ont pas accès au crédit. Ils peuvent accéder au crédit que s'il y a ces banques-là. Mais l'État va créer ces banques. Avec quoi? Il faut de moyens. Et vous avez pensé... La Poste aussi, c'est une banque, non? Effectivement, vous avez réfléchi. C'est une banque. Vous avez réfléchi même en disant que est-ce que je peux recourir à l'emprunt? Aujourd'hui, nous avoisinons autour de 10 milliards de dollars. Et j'ai vu, il y a des gens qui pensent que la République démocratique du Congo devient un pays très endetté. Non, la question, c'est pas... L'endettement, il est combien de pourcents, l'endettement public aujourd'hui? L'endettement public aujourd'hui représente, je crois, c'est autour de 13 ou 14%. Le ratio d'endettement de la Pourquoi RDC. nous restons à 13% au moment où les déficits sont énormes dans plusieurs secteurs? Non, non, oui. Pourquoi on ne peut pas augmenter l'endettement pour relancer le système? Voilà, nous avons une mauvaise expérience en RDC, monsieur Mathieu, de la dette. Vous savez que nous avons été dans la catégorie... Parce que l'endettement français est de 100%, à plus de 100%, Effectivement. même américaine. Oui, oui. De la PIB. Nous étions dans la catégorie des pays très endettés. InfoSag. Première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.